Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir, comme il se nomme lui-même, un électron libre. Donc, Éric Simoneau, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oh, moi, ça va super bien. Donc, Éric, raconte-nous, qui es-tu, que fais-tu? Et moi, je suis un professionnel après ma barre des ressources humaines et de la rémunération. J'ai travaillé 20 ans en rémunération, tant en entreprise qu'en consultation. Puis une belle journée, j'ai décidé de tout lâcher ça là, comme on dit en bon français, pour lancer une initiative qui est pas mal, je pense, unique, qui s'appelle Une job pour un don à l'organisme de votre choix. Donc, en 2 mots, ce que je fais, c'est que je sollicite des projets ou des emplois que je trouve vraiment le fun, sans trop considérer ma propre rémunération, parce que j'ai justement décidé d'en faire don, en grande majorité, à des organismes de bienfaisance. Wow! Puis là, les gens vont se poser la question en partant, ouais, mais de quoi il vit? Il vit pas de l'air du temps s'il donne son salaire? Ouais, la grande majorité. Donc, comme mon grand-père dirait, je vis de mon vieux gagné. C'est OK. certain que se lancer dans une aventure comme celle-là, ça prend un certain coussin financier pour pas vivre d'un chèque de paye à l'autre. Donc, j'ai quand même une quarantaine d'années avancées. J'ai eu l'occasion d'accumuler un certain capital. Et bon, par le biais de certains mandats, il y a quand même un petit peu de rémunération qui me reste avec ça. Donc, c'est comme ça que je vis, si on peut dire. Wow! Écoute, on parlera un petit peu plus, justement du genre de projet que tu as fait et ceux qui te portent, en fait, dans ce nouveau projet-là. Mais avant, comme tu le sais, hein, Voyage déductible, amène, les entrepreneurs en voyage. Donc, j'aime beaucoup commencer à parler de voyage. Dis-moi, si je te pose la question: quel a été ton plus beau voyage? Qu'est-ce que tu me réponds? Ben, je veux dire un des plus beaux parce que j'en ai fait plusieurs. Il y a eu un gros dilemme, tiraillement. J'ai choisi la Pologne, peut-être pour me démarquer. Est-ce que c'était le plus beau, le plus fantastique? Il était dans le haut de la liste, donc j'ai choisi la Pologne. OK, excellent. Donc, dis-moi pourquoi la Pologne? Mais je suis un fan pour je ne sais pas trop quelle raison de tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale. Je suis un OK. passionné, euh, amateur, on pourrait dire. Mmh. Donc, je me suis toujours intéressé à ce contexte-là, à cette période de l'histoire, au film. Et bon, de fil en aiguille, j'ai développé un intérêt qui me poussait à aller visiter des lieux que je voyais un peu partout, que j'entendais parler. J'avais envie d'aller sur place. OK, mais là, quand on parle de la Pologne, on parle de quoi exactement dans l'histoire? Ben, c'est certain qu'il y a plusieurs lieux qui sont très connus. On pense par exemple à Auschwitz, on pense à l'ancien ghetto, il y a la Tanière du Loup, qui était le bunker d'Hitler. Il y a les tunnels. Donc, la Pologne, c'est un pays qui est quand même assez grand, parce que j'ai essayé de couvrir le plus large territoire possible dans le temps qui m'était alloué pour essayer d'aller trouver finalement ce qui était le plus parlant pour moi. Par exemple, j'ai commencé mon voyage à l'endroit où ce que les premiers coups de feu ont été tirés. Westerplatte, si ma mémoire est bonne, c'est dans le nord, c'est à Gantz. En passant, je vais tout scraper les noms de villes. Là. Vous excuserez mon accent polonais qui est pas au point. Donc, un, j'avais même vu un film qui était en polonais sous-titré pour me Ah! mettre dans l'ambiance parce qu'il n'y a pas juste Hollywood là, qui produit des films. Donc, pour OK. aller chercher le maximum d'informations pour qu'une fois arrivé sur place, je puisse dire waouh, j'y suis. Et pour moi, c'était très parlant d'être à des moments, à des endroits là, qui étaient si parlants pour notre histoire. Ça veut dire que, tu sais, moi qui connais absolument rien dans le déroulement de la guerre, je me suis pas intéressée à ça. Raconte-nous le parcours. Là, tu commences à un endroit où est-ce que c'est les premiers tirs qui ont eu Ouais, lieu, puis après ça, c'était quoi ton cheminement, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? oui. J'ai commencé justement par Gans, qui était dans la ville du Nord. Il y avait un bureau de le chat qui se mêle. Oui, les Euh, les les bloopers de Chanel. donc, oui, Gans, qui était dans le Nord, c'est une ville où, à l'époque, était très allemande. Donc, clairement qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe présentement en Ukraine. On voit la Crimée, etc., des territoires annexés. Donc, les Allemands de l'époque ont voulu investir ce bout de territoire-là, se disant faut défendre nos confrères qui sont en très grande majorité de langue allemande.
Donc, c'est là que les hostilités ont commencé. À l'époque, Gand, c'est une ville-cité autonome, ne fait pas partie de la Pologne, et l'attaque a lieu à cet endroit-là. Donc, j'ai commencé avec cette ville-là, et ensuite, j'ai fait toute une raide d'auto. Ça, c'est pas mon genre, mais j'ai fait toute une raide d'auto. Excuse-moi. Là, Chanel a décidé qu'elle mangeait mon micro, elle mangeait mes crayons. Des bloopers de Chanel, c'est commun. Si vous voulez le voir sur mon Patreon, vous allez voir que mon chat, aujourd'hui, a décidé que... Excuse-moi, Eric. Pas de problème. J'essaie de la retenir pour t'écouter pleinement. Bon, elle va aller se coucher, elle va être correct. Continue. Ben, mon voyage a été fait c'était en 2017. Et à ce moment-là, j'étais peut-être mal équipé au niveau de mon GPS. Donc, je sais qu'il fallait que je m'en aille direction Est. Okay. Le bunker d'Hitler est en pleine forêt. Ça s'appelle la tanière du loup, là, si ma mémoire est bonne. C'est des bunkers. C'est très, très... c'est un vaste complexe. Hitler a passé, si ma mémoire est bonne, 800 jours là. Le film Valkyrie avec Tom Cruise, la tentative d'assassinat raté d'Hitler a eu lieu dans l'un de ces bunkers-là. Okay. Donc, j'ai fait 4 heures et quelques de route, direction Est. Ça tombe bien, c'était le matin. Je visais le soleil. Je n'avais pas de, j'avais pas de GPS. J'étais mal foutu. Une route qui était barrée. En tout cas, j'étais tellement content d'être rendu. Donc, Tanière du Loup, deuxième destination. Chanel a parti le téléphone, excuse-moi. Bon. Ensuite, c'est pire qu'un enfant, là. Et quand elle décide que c'est l'heure d'être tannante, d'être tannante. Bon, elle est couchée. Vas-y. Ensuite, je me suis redirigé vers le sud. J'étais allé à Varsovie. De là, ça a été une place où j'ai pu aller explorer à Lublin, mon premier camp de concentration qui était Majdanek. Ça, c'était marquant pour moi. C'est peut-être je dirais malheureusement, là, c'était peut-être un des plus grands highlights. À un moment, je me souvenais toujours, c'est un camp, c'est immense. C'est immense. C'est en terrain de football, là. C'est très, très grand, là. C'est plusieurs terrains de football. Pas aussi grand qu'Auschwitz, là, mais c'est quand même très, très grand. Et je me souviens, j'étais dans le taxi, c'était en banlieue de cette ville-là, mais vraiment, là, vraiment proche de la ville. Je regardais pas dehors, je regarde mon livre et à un moment donné, je me revire la tête et je vois, tu sais, les tours de contrôle en bois, tu sais, le fameux brun, là, qu'on n'aime pas trop voir, là. Et là, je suis allé d'un sac et j'étais, wow, quelle horreur. Et c'est un camp qui est immense et contrairement à Auschwitz, il est vide. Il n'y a pas de, très peu de touristes. Ce qui fait c'est bizarre à dire, qu'on s'imprègne vraiment de l'ambiance morbide des lieux. Ça, c'était une visite qui était marquante pour moi. J'avais déjà visité un autre site du genre, là, qui était à Térézine, en République tchèque, mais de l'ampleur de Majdanek, c'était mon premier et c'était un bon prélude à ce qui était pour une de mes prochaines visites, qui était prête à Auschwitz. Donc, j'ai visité ce camp-là. J'ai visité, bien sûr, plusieurs musées à Varsovie aussi, toujours en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, mais j'étais tellement renseigné que je pense que j'étais parfois dans des lieux ou à des endroits précis qui avaient marqué l'histoire de la ville ou du pays que les communs des mortels qui habitent la ville n'étaient pas au courant. Ah ouais, OK. Parce que quand on lit beaucoup sur le sujet, on sait qu'il s'est passé telle chose sur tel coin de rue, qu'il y avait eu tel assassinat, et je pouvais aller voir sur les murs et voir les traces de balles. Oh. Puis j'étais « wow! Puis je me dis, il y a tellement de gens qui passent là à chaque jour, parce qu'on est en pleine ville, je suis pas certain que les gens le savent. Il n'y a pas toujours des plaques commémoratives, là. C'est pas tout le temps des lieux qui sont très flamboyants, mais qui sont très, très chargés d'histoire. Qu'est-ce que tu dirais, Éric, de vivre un parcours comme ça dans un passé qui est douloureux quand même, là, tu sais? Qu'est-ce que ça l'a changé en toi? Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup d'humanisme derrière cette grande tragédie-là. C'est très poignant de voir ça, de voir toute l'horreur qui a été commise. On peut en entendre parler, on peut se le faire dire, mais le voir, c'est épouvantable. Majdanek, j'en parlais un peu tantôt, c'était le dépôt des chaussures.
tu sais, des souliers, combien qu'on peut en tasser des souliers? Mmh. C'est épouvantable. C'est des allées remplies de souliers, mais c'est des milliers, mais des milliers de souliers. Et c'est là qu'on réalise l'ampleur de la tragédie. Puis c'est dans ces moments-là qu'on réalise toute l'ampleur de la catastrophe qui a eu lieu. Ouais, parce qu'en fait, c'est tout ce qui reste, hein. Ouais. L'être humain est plus là, le C'est une fraction, parce que il ce qu'on se fait dire, ah, vous envoyez tel nombre, vous devez sûrement être impressionné. Sachez que ce n'est rien. C'était tant de fois plus avant. Ça n'a aucune commune mesure. dis-moi, Éric, tu sais, ça m'amène à dire, tu sais, tu as vécu ça, tu l'as ressenti, tu as eu conscience de ça. Quand tu regardes la guerre aujourd'hui, que ce soit la guerre en Ukraine, puis en passant, il y a une centaine de guerres en ce moment sur la planète, là. On entend beaucoup parler de l'Ukraine ici, mais je veux dire, il y en a plein d'autres, là, qui existent. Comment tu vis ça, toi? Moi, dès le début des hostilités, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Je me souviens 48 heures avant le déclenchement de la guerre, euh, j'étais convaincu que les Russes étaient pour rentrer. Bon, c'est facile à dire parce que là, ils sont rentrés, là, Mmh. mais j'ai vécu beaucoup d'ancienneté et une grande frustration à n'avoir aucun contrôle sur la suite. Tu sais, on peut avoir, comme tout le monde, des idées de solutions, Ouais. des idées de stratégie, mais à la fin, on ne compte pour rien. C'est vraiment ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que je n'avais aucune emprise sur la suite. Peu importe comment mes idées pouvaient être bonnes, je n'étais rien dans Ouais. cette équation-là. Et c'est donc vraiment fâchant, frustrant, décevant de voir qu'il y a peut-être une catastrophe qui est en train de s'écrire sous nos yeux alors qu'on ne peut rien faire. Mmh. Les parallèles étaient et sont très nombreux avec la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait en sorte que quand on a été conscientisé aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, ben, on n'a pas envie de voir ce qui pourrait arriver Ouais. lors d'une Troisième Guerre mondiale. Avec ou sans armes nucléaires, la catastrophe peut être aussi grande. Ouais, ouais, tout à fait, là, parce que, tu sais, je veux dire déjà de détruire, une vie humaine, c'est déjà beaucoup, fait que quand il y en a des milliers, puis que on comme tu dis, on n'a aucun contrôle, c'est quelque chose, là. Mm. Est-ce que tu dirais que, ce voyage-là que tu as vécu a fait partie de ta nouvelle vie aujourd'hui, qui est de travailler pour donner ce que tu reçois? Ben écoute, je vais être honnête avec toi. A priori, je ne crois pas. J'ai jamais fait cette réflexion-là. Faut dire aussi que j'ai voyagé dans près d'une trentaine de pays. J'ai bien aimé la Pologne. Il y a plein d'autres destinations qui m'ont également marqué à leur façon. Je pourrais pas dire qu'il y a un lien là, de cause à effet entre ce voyage-là et ma démarche. Il y a d'autres événements qui me sont beaucoup plus proches, qui sont beaucoup plus personnels. Quand on dit la fameuse claque d'en face, je Mmh. l'ai eu plus dans mon entourage qu'avec, par exemple, ce voyage-là. C'est plus ces événements de vie personnelle-là qui m'ont incité à passer à l'action. OK, parfait. Dis-moi, dans tes autres voyages, justement, que tu as vécu, lequel te vient à l'esprit rapidement? Le Japon. J'ai OK. adoré le Japon. Les gens, le dépaysement. C'était aussi mon premier voyage en Asie à cette époque-là. Euh, je n'ai que des bons mots sur les Japonais. Hey, Et le écoute, ça, Japon, c'est mon rêve d'aller au Japon, là, fait que ah, c'est sûr que c'est incroyable. dans ma bucket list. Tokyo, Kyoto, il faut aller là, c'est extraordinaire. J'aimerais bien même y retourner, sachant ce qu'il y a à voir, sachant on peut se sentir sécure, que c'est salubre, les transports sont faciles, c'est efficace. C'est vraiment une très, très belle destination de choix. Wow. Revenons au genre de vie que tu vis maintenant, Éric, là, travailler pour faire un don de ton revenu. Hem, Quels sont les critères pour toi de choisir, l'emploi pour lequel tu vas travailler? Parce que dans le fond, il doit y avoir bien des gens qui sont heureux de t'engager et de dire: «Hey, ça me coûte pas grand-chose, là». Donc, Ouais. on est heureux? Moi, je vais mettre une nuance là-dessus. Ben, premièrement, pour répondre à ta première question, c'est avoir du fun. Ça peut pas être plus simple que ça, mais en même Mmh. temps, c'est quoi avoir du fun? Toi, Mmh. avoir du fun, c'est peut-être pas la même chose que moi ou que mon beau-frère. Tu sais, on est tous attirés, puis tant mieux, par des choses différentes. Ouais. Je suis attiré par les communications, donc
oui, ça peut être un terrain de jeu qui est intéressant, mais faire de la traduction, c'est de la communication, puis pour moi, ben, je trouve pas ça intéressant. Donc, j'ai lu certaines offres que j'ai déclinées, que les gens pouvaient peut-être penser que c'était intéressant. En toute honnêteté, je pense que dans certains cas, ils avaient même douté que c'était pas le fun. Bon, que j'ai refusé parce que mon objectif, c'est de m'amuser. OK. Euh, j'ai eu une belle carrière qui était peut-être pas aussi tripante qu'elle aurait pu l'être. Et à un moment donné, on se dit, OK, là, j'ai juste une vie à vivre. Si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est là qu'on se dit, ben écoute, moi j'ai toute une bucket list de rêves. J'ai envie d'essayer plein de trucs, mais peut-être pas m'engager dans le long terme et dans une optique où ce que l'argent ne devrait pas prendre le dessus sur le reste, ben je vais démontrer ma bonne foi dans cet exercice-là et je vais m'engager donc d'en verser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Ayant travaillé en rémunération, je sais à quel point l'équité interne et l'équité externe est important. Donc, je ne veux pas accepter des mandats qu'on pourrait dire là, où ce que je vais être le cheap labor de service, OK. juste casser le marché. Mais donc, c'est ça, c'est que je vais faire confiance à la bonne foi des gens, accepter des mandats qui vont être rémunérés à ma juste valeur, mais que je vais en redistribuer la grande majorité à des organismes. Et qu'est-ce que tu as vécu justement de tripant depuis que tu fais ça? Ben écoute, j'ai fait plusieurs choses qui étaient vraiment le fun avec Speaker Studio, par exemple, pour pas le nommer, Frédéric Rioux, réalisateur, producteur. Ces jours-ci, je travaille sur le show Derrière le volant, une émission qui passe à RDS. J'ai fait un petit bout avec devant la caméra, mais généralement je suis derrière là, avec Gilbert Delorme. Et là, cette semaine, je pense pas que je vais être coupé au montage parce que c'était dans l'introduction. Ça va être avec le comédien Jeff Boudreau. Donc, c'est toujours le fun de prendre part à des processus de création. Je l'ai fait pour une entreprise notamment, où on avait filmé, je crois, 32 capsules de 30 secondes, où ce que j'étais comédien et on devait passer un message dans le 30 secondes qui nous était imparti. Donc, là-dessus, j'ai beaucoup travaillé derrière, mais j'ai travaillé devant la caméra, donc choisir les lieux de tournage, préparer le calendrier de justement de tournage avec les différents comédiens, parce que on ne veut pas faire venir la personne 5 fois parce qu'elle a 5 scènes. On va essayer de regrouper ça dans la même journée. Les scènes ne sont pas filmées dans le bon ordre. Il faut faire attention à comment que les gens étaient habillés. Travailler sur les scripts aussi, faire attention parce que c'était international. C'était prévu par plus d'1 million de personnes dans le monde. Donc, faire attention aux susceptibilités, que ce soit la religion. Tout faire les petits détails. Faire attention aux petits détails pour que les gens ne sachent pas que c'était filmé à Montréal. Pour que les gens de Singapour, de New York ou de peu importe, Hong Kong pense que ça a peut-être été filmé proche de chez eux, donc au niveau de la démographie, mais aussi au niveau du décor. Donc, tout réfléchir à ça, ça a été un très, très beau mandat. Ça, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit. Puis on est loin de ce que tu faisais avant, là. Ben oui, parce que moi, j'ai travaillé 20 ans en rémunération, donc à déterminer combien et comment les gens devaient être payés. On pense par exemple à échelle salariale, programme de boni ou à l'équité salariale. C'est pas toujours des trucs très, très jojo. C'est des trucs où il faut parfois beaucoup se casser la tête et que c'est pas nécessairement excitant. Mais à un moment donné, on rentre dans le principe de la société high grade, c'est que t'es bon, donc on va t'en faire plus, puis parce que t'en fais plus, tu deviens encore meilleur. Donc on rentre dans un engrenage qu'on peut difficilement sortir. Est-ce que c'est payant? La réponse est oui. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Bizarrement, peut-être, j'ai certains confrères qui sont maintenant rendus agents d'immeubles, qui ont travaillé aussi 20 ans en rémunération, une autre qui est rendue agente de voyage. Donc, je suis pas le seul là, qui défroque là, après 20 ans. Non, non, mais tu sais, à un moment donné, quand on a fait plusieurs années dans un métier, tu sais, ça arrive fréquemment qu'on veut voir autre chose, on veut voir le Ben monde oui, autrement, puis on veut faire autre chose. Les jeunes sont plus rapides que notre génération. Les jeunes, eux, moi, écoute, les dernières années que j'accompagnais en finance, je disais, c'est des cycles de 7 ans. Après 7 ans, souvent, ils vont changer soit de job, de maison ou de blonde ou de chum, mais ils changent quelque chose. C'est comme, tu sais, les cycles étaient raccourcis. Nos grands-parents passaient leur vie dans le même emploi. Nous, mais on est plus, hey, on va explorer.
Mmh. En rémunération, c'est déjà une spécialité des ressources humaines. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais allé dans un congrès, puis il y a quelqu'un, il me dit: «Ah, tu as travaillé la moitié de ta carrière en entreprise, l'autre moitié en consultation. Lequel que tu aimes le mieux?» Mais en toute franchise, c'était pas mal pour changer le mal de place, mais toujours dans ce domaine-là. Fait que j'y avais dit, ben moi, j'haïs les deux. Il était resté un peu bête, mais dans le fond, il y avait peut-être à ce moment-là un fond de vérité, même si je le tournais en blague. Ouais, Mais oui, mais on devient prisonnier d'un domaine. ouais. Puis à un moment donné, c'est ce qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé que la job la moins pire que je trouvais dans la région de Montréal, c'était celle que j'avais présentement. Mmh. Je travaillais 4 jours semaine, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, s'il fallait que mon employeur, pour une raison X, m'oblige à choisir entre 3 puis 5, je vais choisir 3. Mmh mh. J'avais déjà fait le choix de 4. Fait que là, je me disais, mon Dieu, ça va être quoi après 3? 2? Et puis, de se rendre à l'évidence que j'étais peut-être plus sur mon X. Ouais. Et compte tenu que le seul siège où ce que je me trouvais pas si inconfortable que ça, c'était celui sur lequel j'étais assis, ben, mon bonheur devait possiblement être ailleurs. Et de là la démarche que j'ai décidé d'entreprendre. Wow. Dis-moi, la journée qu'on apprend ça à notre conjointe là, que: «Hey, chérie, j'ai décidé que je lâchais ma job et que j'allais travailler pour faire un don de mon salaire», elle a pris ça comment elle, ta conjointe? Très bien. Mais il faut dire que c'est un très long processus. Il s'est passé environ 4 ans entre le moment où ce que j'ai eu l'idée et le moment où ce que j'ai lancé mon initiative. Bon, entre les deux, il y a eu quelque chose qui s'est appelé la pandémie, là. Ça a retardé de 1 an ou à peu près. Mais c'est Absolument. quelque chose que j'ai mûri, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et travaillé pour développer le concept. Mine de rien, là, il y a eu beaucoup de réflexions et très peu de gens étaient au courant. Pendant longtemps, je pouvais compter sur les doigts d'une main, puis sur les deux Mmh. mains, le nombre de personnes qui étaient au courant. Ma conjointe m'a toujours supporté là-dedans. Tant mieux, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire Mmh. sans son appui. Puis dis-moi, si on revient sur le voyage, premièrement, quel est le voyage de tes rêves que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais faire? J'aimerais bien aller au Vietnam. Mmh. Euh, Pendant la pandémie, j'ai porté tous les livres de la bibliothèque sur le Vietnam. Puis là, mon gros dilemme, c'est que j'ai pas trouvé de région que j'ai pas envie d'aller voir. Ah bon! Il dit: «Va falloir que je parte longtemps». Alors qu'habituellement, tu sais, c'est facile. Tu prends un pays, puis il y a déjà, tu sais, surtout quand il est grand ou entre guillemets mal fait, là, Ouais, tu c'est te ça. dis, ah, ça tombe bien, je vais me concentrer sur telle région. Puis le Vietnam a une difficulté, c'est les déplacements au sol. Sont pas faciles, sont longs. Et là, c'est ça, c'est bien plate. Il y a pas bien de coins dans le Vietnam que j'ai pas envie d'aller voir. Donc, le prochain sur ma liste, Et possiblement. donc idéalement, ça serait combien de temps que tu pars là-bas? Euh, Quand j'étais en entreprise, je me préoccupais beaucoup du nombre de jours de vacances que j'étais pour prendre. Je n'ai plus cette contrainte-là. Mmh. Donc, peut-être que ça me donnerait une plus grande flexibilité, mais au-delà d'une douzaine de jours, là, ça serait pas mal le max. Faut dire qu'à l'époque, euh, pour moi, le voyage, c'est une façon de m'enfuir, de m'évader d'un quotidien que Ouais. j'avais envie de m'échapper. Donc, c'était des voyages de fou. En Pologne, par exemple, j'avais un itinéraire de 13 jours environ, mais j'avais de la misère à le faire moi-même. C'était des journées de malade. Je pense qu'il y avait peut-être plus de matériel pour 15, 16, 17 jours là-dedans, à un rythme plus normal. Je Mmh. pense que je me suis assagi. Faudrait voir. Je ne sais pas si, par exemple, je partais au Vietnam, si je m'en mettrais autant de pression à tout faire, parce que je suis un gars trop organisé, là. Les voyages, c'est organisé au quart de tour, ce qui fait en sorte que je me ramassais avec des journées hyper chargées du matin au soir, et c'était donc très, très épuisant. C'était pas des vacances, c'était un voyage. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que tu envisages de faire des voyages de 2 mois, 3 mois, beaucoup plus longs pour prendre Oui, le temps de découvrir ou? pas pour l'instant. Ma Mmh. conjointe, elle travaille encore. C'est certain que dans quelques années, c'est quelque chose qu'on va envisager, OK. notamment, par exemple, le Portugal. On est déjà allé, mais c'est peut-être la Thaïlande, on n'est jamais allé. Peut-être une destination où on pourrait justement là, défaire nos valises, puis s'installer un petit peu plus longtemps, là, par exemple, prendre un logement et
pas nécessairement faire du tourisme, là, go, 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 mais Ouais. vraiment de prendre racine puis de prendre ça beaucoup plus mollo. Écoute, moi, j'ai un livre, que j'avais acheté quand j'étais jeune. C'est les 1001 choses à voir avant de mourir. Puis un de mes rêves, c'est d'être capable d'ouvrir n'importe quelle page puis de dire: «Ah, c'est là que je m'en vais». C'est Ouais, comme, tu sais, là, d'être capable de dire: «Ben, il y en a 1001, fait que j'aurai pas le temps de toutes les voir anyway, mais ouais, je suis capable d'en voir quelques-unes, ça va déjà être ça», tu sais? Fait que sauf que ça peut faire, c'est comme tu dis, tu sais, quand tu veux visiter le pays au complet, on a un problème. Moi, ça peut faire des avions aller-retour, ça va causer un problème aussi. Fait que je pense qu'on va ouais, y aller un petit peu plus structuré que juste le hasard. Ça va ouais. être un peu mieux, Puis pour comme profiter aussi destination. de l'endroit, puis du temps qu'on a, parce que ça coûte cher aussi, c'est la Mmh. planification. Moi, j'avais l'habitude de planifier mes voyages de 6 à 9 mois d'avance. Je travaillais les soirs là-dessus, mais encore une fois, c'était plus dans une optique de m'échapper d'un quotidien qui me Ouais, faisait c'est pas ça. triper. Donc, je passais énormément de temps, mais je suis quand même, par nature, il faut que je l'avoue, là, très organisé. Donc, je pourrais pas me permettre de faire avec à ce compte-là plusieurs voyages dans une année si ça me prend 6 mois à organiser chaque voyage. Ouais, c'est ça. Tu les vis vraiment avant, là, parce que tu Ah, les ben, je les organises, vis. Ben énormément. oui, oui, je peux les repasser dans ma tête. Puis je faisais la blague avec ma conjointe. J'ai mon itinéraire justement pas loin ici en Pologne. Puis je disais, écoute, s'il arrive de quoi, tu sais où me trouver, là, mardi, 2h30, parce que je fais partie en solo. Appelle, je vais être là, tu sais, s'il y a quelque chose. Elle a pas besoin de mettre un check du GPS de ton cellulaire. Il est Non, déjà écrit. je vais être très facile à retrouver. Là. Quelqu'un qui suit mon itinéraire, je pourrais avoir un espion qui me suit partout. Dis-moi, Éric, si je te demandais, brûle pour point comme ça, le voyage extraordinaire pour ta conjointe, ça serait où? De ma conjointe, c'est une bonne question. Une secousse, je t'aurais dit l'Australie. Euh, ouais, c'est une bonne question. Ben, il y a peut-être la Thaïlande, puis Singapour, Kuala Lumpur, là, c'est peut-être ces endroits-là. Là. Et y Ça, avez-vous déjà été ou ça serait nouveau pour elle? ben, on est déjà allé en Chine ensemble. Ça OK. serait nouveau. Ça serait nouveau. Mais là, ça OK. serait peut-être avec le nouveau moi, là. C'est à voir, là, parce que une des raisons pourquoi je fais certains voyages en solo, c'est que, comme je disais, j'ai moi-même de la difficulté à me suivre. Fait que ma conjointe, là, ça marche pas. Donc, pas tout Au le temps. quart de tour, 12 heures par jour pour aller voyager, je suis d'accord, c'est comme faut être prêt, là. Faut être Ah prêt, ouais, c'est non, ça? donc, mais je m'adapte, là. Je m'adapte quand même. Donc, pas facile à rester en place, mais sûrement qu'on serait capable de trouver un compromis entre l'endroit et le style de voyage qu'on a envie de faire ensemble. Si on revient, à tes travails que tu fais, tes contrats que tu choisis, ça serait quoi pour toi, là, un contrat de rêve, là, que tu dis: «Ça, là, je triperais vraiment à faire ce métier-là»? Ben, l'exemple que j'aime bien donner, ça serait de travailler sur le bye-bye. Puis, tu m'as dit de rêve, donc on est d'abord tu sais, puis j'ai même déjà dit à la blague que mon revenu est inversement proportionnel au fun que je pourrais avoir. Côté secondaire, j'ai dit tantôt que je voulais pas briser le marché, mais pour le bye-bye, Ah! 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 pas nécessairement devant la caméra, mais tout le processus de création Ah que oui. derrière le bye-bye, je serais vraiment preneur. Donc, Simon Olivier Fecteau écoute ceci, je suis preneur. On va le taguer. Bon, On va le taguer d'un coup qu'il te donnerait l'opportunité. Pourquoi pas, hein? c'est ça. Ouais, ils disent: «Demandez, vous recevrez». Ouais, Écoute, c'était simple que ça. ouais, c'est ça, c'était aussi simple. Mais, dis-moi, Éric, si, tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais d'aller au bout de ses rêves. Tu sais, on n'a qu'une seule vie à vivre, puis il y a une quote qui dit justement, on se rend compte qu'on en a une seule le jour où on aimerait en avoir une deuxième. Moi, je l'ai tellement scrappé, là. On comprend le concept, on comprend le concept, c'est correct. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a notre horloge qui sonne, puis on se Ouais. dit, OK, là, si je fais pas le virage à ce moment-ci, je vais le faire quand? Mmh. Donc, c'est beau d'avoir des rêves, mais si on n'a pas vraiment de plan d'action, ça va rester que du vent. Si on veut le transformer en objectif, ça va nous prendre un plan. Ça peut être farfelu, euh,
Mais il y a toujours des gens qui vont trouver ça farfelu. Les plus grands rêveurs du monde ont déjà eu des gens qui ont trouvé leurs idées farfelues. Mais Absolument. si on y croit vraiment, mais je pense qu'il faut aller de l'avant, faut aller au bout de cette idée-là pour voir si elle fonctionne ou pas. Puis au pire, aller, là, ça fonctionnera pas, on sera pas mort, puis on dirait, ben, tu sais quoi, je vais m'enlever ça de l'esprit. Moi, c'est ce que j'avais besoin d'essayer, c'est de voir est-ce que cette idée folle-là de une job pour un don, est-ce qu'elle a du potentiel et est-ce qu'elle fonctionne? J'avais besoin de la biffer de ma liste, de dire, c'est quelque chose que j'ai essayé. Je pouvais pas vivre avec l'idée d'avoir 70 ans puis me dire, j'aurais donc dû. Ouais. C'était ça mon conseil, donc go, foncez. Ben, écoute, c'est un très bon conseil. Puis, tu vois, moi, c'est ce que j'ai essayé, en fait, hein, quand j'ai parti Voyage Éductible. C'était d'abord pour amener mon ikigai personnel avec mon ikigai d'entreprise. Comment je peux faire pour joindre ce que j'aime le plus, voyager dans mon travail. Et maintenant, je travaille à voyager. Fait que tu vois que n'importe quelle idée farfelue peut devenir l'idée du siècle et dire, ben, coudonc, aujourd'hui, je travaille plus, je m'amuse tout le temps. Mais c'est Puis, tu sais, exactement ça. Puis, ouais, tu es en train justement de développer une conférence. Puis, c'est l'idée, c'est de dire, est-ce que je peux définir mon objectif ou ma vie idéale, puis ensuite ouais, réfléchir aux moyens de financer cette vie-là, au lieu de absolument. rentrer dans une roue où ce qu'on fait juste travailler puis dépenser sans vraiment avoir d'objectif de vie idéale. Oui, mais je te dirais que, tu sais, dans l'Académie de l'éclosion, quand j'accompagne mes entrepreneurs, souvent, la première formation, c'est, de venir mettre, justement 10 choses sur leur bucket list. Puis ils réalisent que ça fait tellement d'années qu'ils travaillent dans leur entreprise qu'ils se sont perdus. Ils n'ont plus aucune espèce d'idée quoi mettre sur la liste. Ils travaillent pour leur entreprise, pour leurs employés, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, conjointes, mais eux, ils ont plus de désir et c'est souvent la goutte qui fait que: «Hey Lucie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'apprennes à faire autrement». C'est souvent ça. Puis tu sais, quand moi je les vois là, que c'est une page blanche, là, ils regardent leur bucket list puis ils sont pas capables d'écrire rien, rien, rien. C'est Ce qui effrayant, là. arrive, c'est que des fois, tu sais, plus jeune, on a eu un rêve, peut-être, Ouais. en espérant que c'était pas le rêve de nos enfants, de Mmh. nos parents, pardon. Puis, tu sais, Ouais. on l'a réalisé, ce rêve-là. On a fait nos études, puis oui, on a commencé à travailler, mais on évolue, on Exact, change. Puis c'est exact. bon de se reposer la question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, travailler toujours plus fort pour avoir toujours une plus grosse job, plus gros salaire, plus grosse voiture, pour impressionner quelqu'un qui se fout de moi anyway, Oui. est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que Ouais. c'est encore ça après ce à quoi ce que je cours? C'est ça qui me fait qui me carbure? La réponse est peut-être non. Puis Exact. c'est bon de se reposer cette question-là parce qu'on change. Donc, il faut se Mmh. reposer ces questions. Et sachez que quand on pose la question, c'est quoi la solution, puis c'est quoi les plans d'action, tu vois, exemple pour les voyages, ben moi, les gens, ils peuvent mettre de l'argent tant par mois dans le compte en fiducie de l'agence de voyage. Donc, ils sont capables d'accumuler leur rêve de vie, de voyager, puis c'est pas dans leur compte, fait qu'ils le dépenseront pas. Fait que tu vois, il y en a des solutions. Il suffit juste de dire, ben, c'est quoi ton rêve? Puis après ça, ben, trouve les gens qui vont t'accompagner et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Puis fais attention, hein, parce que ce que tu dessines, ta vie de rêve, c'est peut-être ça que tu vas obtenir. Ouais. Ben, c'est ça. Et, tu sais, je veux dire, comme tu dis, le fait de mettre de l'argent de côté, ça donne des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eues la Ouais, journée où on dit, bon, là, j'ai envie de le faire. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi dans l'exemple que tu viens de donner, le fait de visualiser ce vers quoi on a envie d'aller, ben, on commence dès maintenant à tout à prendre les fait. moyens nécessaires pour y arriver, que ce soit prendre du temps pour le préparer ou mettre de l'argent de côté. Tout à fait. Merci Éric, Simoneau Merci à d'avoir toi. été avec nous. Donc, on va continuer. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, j'ai mon site internet, ericsimoneau.ca, avec tous les détails par rapport à bon, qui je suis, mon initiative, un job pour un don. Vous allez voir, par exemple, que j'ai un blog, j'ai une infolette que j'envoie très peu souvent, mais qui est quand même là pour donner de mes nouvelles. J'ai un magazine gratuit aussi de 34 pages. Plein de choses intéressantes sur mon site, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook et Instagram.
Bon, ben super. Donc, on va aller s'abonner à toi pour aller voir c'est quoi le prochain travail que tu, que tu vas Exactement. faire après celui-là. C'est intéressant de voir le parcours des gens, mais surtout quand les gens triplent leur vie à vivre leur vie de rêve. Fait que bravo, belle initiative. Moi, c'est ce qui m'a poussé à t'inviter à dire, moi, tout ce qui est atypique, hein, puis qui amène les gens ailleurs, je trouve ça intéressant. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben merci. Puis écoute, c'est le fun de suivre du monde, mais il ne faut pas vivre notre vie par procuration. Donc, go, allez le faire, faites-le. Absolument. Donc, c'est quoi qu'il y a sur ta bucket list? Hein? Va faire ta bucket list, ça presse. Merci tout le monde d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Eric. À bientôt. Merci. Tu as l'habitude maintenant, les bloopers de Chanel, je te les laisse. J'espère que ça te fait rire autant que moi. Et si tu veux les voir, tu peux aller sur mon Patreon. Tu vas retrouver la vidéo où est-ce qu'elle était vraiment tendance dans cette entrevue. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.